Merci de regarder 64 minutes, place au débat de votre émission. Quand la France se penche sur son passé colonial, les massacres de Tiaroy, près de Dakar, celui de Sétif en Algérie ou encore la guerre au Cameroun, ce travail de mémoire se fait petit à petit, mais va-t-il assez loin? Comment coopèrent les historiens? À quand des excuses officielles? En faut-il? Nous sommes en direct avec Mamadou Diouf. Bonsoir, vous êtes historien, président du comité chargé d'enquêter sur la mort des tirailleurs sénégalais près de Dakar, comité qui vient de rendre son livre blanc. Merci d'être avec nous. Un sujet sur lequel vous travaillez depuis plus de 10 ans. Armel Mabon, vous lui consacrez même un ouvrage, Le massacre de Tiaroy, histoire d'un mensonge d'État. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous en plateau, Olivier Lecourt-Grandmaison, maître de conférences en sciences politiques à l'université d'Évry-Val d'Essonne. Bonsoir. Bonsoir. Votre prochain ouvrage s'intitule Oradours coloniaux français avec une préface de Jean-Michel Apathy, journaliste français. Il avait fait polémique, on va y revenir au cours de cette émission. Et ça paraît aux éditions Les Liens qui libèrent, ce sera le 12 novembre. Et enfin, Jean-Pierre Bécolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cinéaste camerounais, vous avez consacré de nombreuses œuvres sur l'histoire du Cameroun. Alors on va tout de suite regarder ce petit tableau. La France s'est lancée dans un travail de mémoire, vous le savez mieux que moi, avec des reconnaissances officielles pour le moins, pour Sétif en Algérie, Tiaroy au Dakar, Cameroun, dernière en date, c'était cet été. Est-ce que pour vous, ça vous semble un pas quand même important ou pas? Je commence avec vous. Allez, avec vous, Monsieur Bécolo. Je crois que le fameux rapport de Macron qui a été remis tout récemment au président du Cameroun ouvre quelque chose. Maintenant, la question, c'était d'abord pourquoi ce rapport a été fait, parce que je crois qu'il était suite à une question de personnes qui remettaient en cause l'idée ou qui demandaient à la France de réparer ou de plutôt reconnaître un peu ces crimes au Cameroun, qui sont assez, on parle d'un demi-million de morts. Et donc, l'idée, c'était de dire, faisons un rapport pour voir qui est responsable de quoi. Voilà, et on va voir si ces rapports, ces commissions sont des bonnes idées ou pas. Olivier Lecourt-Grandmaison, est-ce que vous avez l'impression que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, que la France essaye petit à petit de régler ces questions? Non, je n'ai pas l'impression. Il y a un décalage très important, me semble-t-il, entre le travail qui a été fourni par les historiens, mais par toutes celles et tous ceux qui s'intéressent aux questions coloniales et qui n'est pas simplement un objet d'histoire, puisque la colonisation implique et renvoie à des questions qui sont à la fois politiques, sociales, juridiques, qui renvoient bien sûr à la question de la propriété. Et relativement au massacre du 8 mai 1945, dont il faut rappeler qu'ils ont fait entre 35 et 40 000 morts. Donc à Sétif en Algérie. À Sétif en Algérie, et ces massacres débutent le 8 mai 1945, impliquent l'ensemble des forces armées, des milices européennes comme on le dit à l'époque, et donc assurément les historiens et celles et ceux qui ont travaillé sur le sujet estiment qu'il s'agit à minima et assurément d'un crime d'État, vraisemblablement au regard des pratiques et de ce qui a été perpétré d'un crime contre l'humanité. Et force est de constater que les déclarations d'Emmanuel Macron sur ce sujet comme sur d'autres sont très en deçà de ce qu'on serait en droit d'attendre au regard de la gravité extrême des faits. Et encore une fois, des faits qui sont désormais établis, les responsabilités particulièrement claires, la chronologie d'eux-mêmes. Mamadou Diouf, le Sénégal a décidé d'avoir son propre comité pour enquêter sur ce massacre de Tiaroy. Donc c'était en banlieue de Dakar, des tirailleurs sénégalais. La France, c'était sous François Hollande, parlait de 70 morts. Pour vous, on est loin du compte? Bien sûr qu'on est loin du compte, et on le sait d'autant plus que beaucoup d'historiens de provenances diverses ont travaillé sur ces questions. Et ce qu'il faudrait faire, c'est de faire une distinction entre ce qu'on pourrait appeler le registre politique et le registre mémoriel, et de l'autre, le registre historique, le registre de la recherche qui continue et qui va continuer. Et bien sûr, les responsabilités seront dégagées et on continuera effectivement de qualifier les faits et de tirer les conséquences des faits et des crimes qui ont été perpétrés. Armel Mabon, vous avez collaboré à ce livret blanc. Vous avez dû vous battre en France pour dénoncer ce massacre qui finalement a été reconnu, mais à minima, semble-t-il.
Oui, enfin moi je pense qu'on est un peu au milieu du gué là par rapport à la France. Tant que l'État français ne reconnaîtra pas l'étendue du mensonge d'État qui se perpétue encore aujourd'hui, je crois que Mais le mot les est fort, descendants en hein, tout cas mensonge d'État. Pour vous, il y a un mensonge. Oui, oui, c'est absolument un mensonge d'État, de fait des nombreuses falsifications. Je vous donne juste un petit exemple, c'est-à-dire que par exemple, ils ont, juste 3 jours après le massacre, ils ont pondu une circulaire le 4 décembre 1944 pour faire croire que ces hommes avaient perçu l'intégralité des soldes, alors que c'était faux, c'était pour rendre leurs revendications illégitimes. Mais aujourd'hui encore, si on ne reconnaît pas ce mensonge d'État, la France dira toujours qu'il y a prescription. Et c'est vrai que des descendants sont actuellement à la Cour européenne des droits de l'homme pour que l'État français rembourse toutes les sommes qui ont été spoliées. Mais évidemment, à chaque fois, la prescription, pour moi, elle tombera si l'État français reconnaîtra le mensonge d'État. Alors l'un des leviers brandis par Emmanuel Macron, ce sont ces commissions mixtes qui ont été lancées en Algérie, au Cameroun. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous, Jean-Pierre Beccolo? Est-ce que vous avez été convaincu? Il y a eu cette lettre, vous l'avez cité tout à l'heure, d'Emmanuel Macron, où il a reconnu une guerre au Cameroun avant et après l'indépendance du pays. Il a reconnu les violences de l'armée. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon de travailler? D'abord, le problème, c'est qu'il y avait déjà des travaux qui avaient été faits. Il y avait le fameux livre Cameroun, aux origines d'une guerre cachée de Thomas Deltombe et toute une équipe. Donc, il y avait déjà des documents qui étaient assez parlants. Mais là, ça officialise. Voilà, mais bon, évidemment, en édulcorant, en essayant de faire moins que ce que les chercheurs indépendants avaient déjà fait. Donc maintenant, la question, et dans le cas du Cameroun, on a un autre problème. C'est-à-dire que le président en face que nous avons est presque du côté français. C'est-à-dire que c'est du bout des lèvres qu'il accepte même cette commission. C'est Macron qui est beaucoup plus offensif que Paul Biya du Cameroun. Et on se dit, finalement, nous, on est encore dans le registre de ce qu'on dénonce. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans tous les gouvernements depuis 1962, il est presque acteur de ce qui s'est passé. Et donc, quand Macron décide de faire ce rapport, en fait, c'est presque comme si le président du Cameroun n'en voulait pas. Alors, Mamadou Diouf, je vous pose la question parce qu'au Sénégal, ce n'est pas encore la solution qui a été mise en place. Est-ce que vous trouvez ça intéressant ou pas, ces commissions mixtes? En fait, la question des commissions mixtes est une réponse, si vous voulez, qui est une réponse politique. Il y a deux éléments qui sont aujourd'hui importants. C'est que l'État sénégalais a décidé de faire la lumière sur quelque chose qui s'est passé en 1944, où l'armée française a massacré des soldats qui ont participé à la guerre sur le continent européen. Et pour nous, que la France s'engage ou pas à participer à ce travail pour éclairer un pan d'une histoire que nous partageons ne nous empêchera pas de continuer à faire ce travail, comme cela n'empêchera pas des historiens indépendamment de continuer ce travail. Donc la question, ce n'est pas de savoir aujourd'hui qui va être impliqué dans le processus. La question, c'est la France a des documents, la France a des informations. Ces documents et ces informations ne sont pas accessibles. Et c'est la France qui a décidé de ne pas les rendre accessibles. Donc il y a eu une politique que nous appelons une politique de dissimulation. Oui. Et c'est cette politique de dissimulation que nous allons essayer de lever. C'est ce que disait Armel Mabon. Grandes décisions. C'est ce que disait Armel Mabon. On va y revenir, vous avez raison. L'une des grandes décisions que l'État... L'une des grandes décisions que l'État sénégalais a prises, c'est de faire les fouilles archéologiques dans le cimetière et probablement aux abords du camp de Thiaroye pour faire progresser la vérité. Effectivement, alors on y reviendra. Olivier Lecourt-Grandmaison, justement, certains historiens dénoncent cette méthode française mise en place, ces commissions mixtes d'historiens. Ils parlent de stratagème. Quel est votre avis sur cette question ? Si on prend l'exemple de la commission mixte qui a été mise en place par le gouvernement français et le gouvernement algérien, le bilan est quasi nul.
pour une raison bien simple, c'est que ces commissions mixtes sont en fait, et ça a été très bien dit précédemment, sont en fait déterminées fondamentalement par des considérations politiques, par des considérations diplomatiques, qui fait qu'en fonction des relations plus ou moins bonnes, et en l'occurrence très dégradées entre la France et l'Algérie, le travail de cette commission mixte aujourd'hui est inexistant. Et donc il me semble qu'en lieu et place de cette commission mixte, il faudrait mettre en place des comités absolument indépendants des États. Et par ailleurs, quand la France, par la voix de ses plus hautes autorités, dit et demande aux historiens et à d'autres universitaires et chercheurs de travailler, ils oublient une chose, c'est que la législation française relativement aux archives est une des plus restrictives, et ça a été souligné à propos de Dakar et du massacre de Tiaroy, mais c'est vrai également pour le Cameroun, que l'État français rende aussi accessible que possible l'ensemble de ces archives, ce qui permettra effectivement de faire progresser la vérité. Mais encore une fois, ces travaux doivent être menés de façon totalement indépendante des États, que ce soit la France ou que ce soit les États qui sont des anciennes colonies, les États évidemment indépendants, aujourd'hui en Afrique ou ailleurs. Vous êtes tous les quatre d'accord, effectivement, l'accès aux archives, c'est un point crucial, évidemment, pour les historiens et les historiennes, Armelle Mabon, et c'est bien là que le bas blesse. Alors comment on fait ? J'ai pris la posture peut-être d'historienne déraisonnable parce que j'ai attaqué l'État jusqu'au Conseil d'État pour faire parler aussi le ministère des Armées, parce qu'il est évident que le ministère des Armées fait obstruction à la manifestation de la vérité sur ce crime qui a été commis à Tiaroy. Par exemple, il y a une archive qui a été caviardée. On a été jusqu'au Conseil d'État avec un fils de victime et un fils d'un condamné. Et le Conseil d'État a reconnu que pour l'histoire, en tout cas le rapporteur public, pour l'histoire, il était important qu'on puisse désocculter cette archive, mais il y a aussi des failles dans la réglementation. Par exemple, il n'y a aucune réglementation qui oblige l'administration à désocculter une archive caviardée, même si elle a été caviardée à tort. Moi, j'ai eu un accord en 2023 pour faire cette opération de désoccultation. C'était très important puisque c'était le motif de la sanction infligée à un officier pour ce qu'il a fait à Tiaroy. Et juste après, quelqu'un est passé par-dessus, a dit non, l'opération est annulée. Donc il y a vraiment au sein du ministère des Armées de l'obstruction, et je regrette infiniment que la commission d'enquête parlementaire qui a failli aboutir là en 2024 n'a pas été jusqu'au bout, parce que je suis persuadée qu'au sein du ministère, des personnes savent beaucoup plus que nous, les historiens, qui avons beaucoup travaillé sur ce fait historique, mais ils se taisent. Et peut-être pour protéger l'honneur des officiers saint-cyriens, peut-être, mais en tout cas, oui, il faut c'est aussi des décisions politiques. Nous, on est un petit peu limités après. Hein. Décision politique. Alors Mamadou Diouf, vous l'avez dit, vous aussi, vous voulez que ces archives elles soient accessibles. Est-ce qu'il y a un moyen ? Est-ce que vous en avez parlé avec les autorités sénégalaises ? Est-ce que c'est possible ? En fait, les autorités sénégalaises et le comité ont travaillé avec l'ambassade de France. Et on a demandé effectivement, on a proposé ce qu'ils ont accepté, l'envoi d'une délégation, et une délégation qui a fait le tour des archives et qui a fait des demandes très précises. Et la plupart des demandes n'ont pas été satisfaites. Mais il est très clair que la France soit ouverte ou non, les gens vont continuer à faire le travail. Parce que c'est ça le travail d'un historien. Ce n'est pas seulement d'avoir des documents prêts qu'on lui refile, mais il va aussi les chercher, il va faire coûte que coûte. Je veux dire, Paxton l'historien américain Paxton a été capable d'engager un travail très important sur Vichy et le rôle de Vichy pour l'État colonial. Ce travail va se faire et va continuer à se faire parce que c'est une histoire qui est très importante pour les territoires qui ont fait partie de l'empire colonial. C'est aussi une histoire importante pour la France, parce que le massacre de Tiaroy était un massacre pas seulement de la colonisation, c'était un massacre de la libération. C'est-à-dire face à l'euphorie française qui est marquée par la fin de l'occupation, le même moment
L'armée française, Oui. des gens de l'action de la France. C'est-à-dire, on est en train de dire à des gens, vous retournez à votre place, qui est la place du colonisé, la place de la personne qu'on écrase. Ce qui est frappant aussi, c'est l'absence d'excuses officielles de la France. Frappant, pourquoi? Parce que d'autres anciennes puissances coloniales l'ont fait, hein, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, je pourrais citer la Belgique, le Canada. Olivier Lecourt-Grandmaison, Jean-Michel Apathy, il y a eu toute cette polémique quand il y a eu cette comparaison avec ce journaliste chroniqueur qui était sur RTL. Il a comparé le martyr d'Oradour-sur-Glane en 1944 avec la violence, la conquête coloniale de l'Algérie. On vient d'en parler avec Mamadou Diouf pour le Sénégal. Comment vous expliquez ça? Alors, tout d'abord, effectivement, il faut sortir un peu des frontières de l'Hexagone pour se rendre compte que, contrairement à la grande mythologie nationale républicaine véhiculée par des présidents de droite comme de gauche, en matière de reconnaissance et de réparation, la France n'est pas cette espèce de locomotive qui tire l'humanité vers cette reconnaissance et ces réparations, mais bien au contraire, extrêmement en retard. Vous avez cité l'ensemble de ces pays. Dans l'ensemble de ces pays, en effet, il y a eu d'une part des reconnaissances et d'autre part, dans certains cas, vous avez cité l'exemple du Canada, mais c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour l'Allemagne et au premier génocide du XXe siècle qui a été commis contre les tribus Nama et Herero. Non seulement ces États ont reconnu, mais ces États, d'une certaine façon ou d'une façon ou d'autres, ont accordé des réparations financières aux victimes. C'était également le cas de la Grande-Bretagne pour la guerre des Mao-Mao qui a fait des dizaines de milliers de victimes. Et si on veut bien comparer la situation de la France, en France, il n'y a ni véritablement reconnaissance pleine et entière des crimes commis à l'époque coloniale. Alors il y a la date commémorative du 8 mai pour oui, mais alors le vocabulaire est très important. Relativement au Cameroun, on parle de guerre, mais on oublie de qualifier le type de guerre que c'était. C'était une guerre contre-révolutionnaire au cours de laquelle des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis. Relativement à l'Algérie, c'est pareil. On parle enfin de guerre depuis longtemps maintenant, mais on oublie de qualifier et la guerre et les crimes commis. Et donc il y a une espèce de rhétorique systématique que j'appelle anomination, c'est-à-dire le refus systématique jusqu'à présent de dire très clairement comment et pourquoi les faits qui ont été commis pendant la colonisation peuvent et doivent être effectivement qualifiés de crimes d'État et dans certains cas de crimes contre l'humanité. Alors Jean-Pierre Bécolo, vous avez dit qu'effectivement c'était aux Camerounais de s'emparer de cette histoire, effectivement, mais vous attendez quoi, des réparations? Effectivement, on rappelle quand même un des grands leaders de l'indépendance, hein, Ruben Umniobé, a été tué par les Français, ça a été reconnu. Oui, le président de l'UPC a été empoisonné à Genève par un agent de service secret français. Tout ça est connu, en fait. Hein. Et l'autre chose dont on ne parle pas, c'est qu'après, le régime camerounais, après, dans toute cette période-là, était un régime quasiment néocolonial, mais sous l'emprise française. Donc, même ces crimes, et c'est là où Macron voulait un peu se dédouaner en disant « Ah, c'est les Camerounais qui ont commis ces crimes ». Pourtant, ce régime d'Ahidjo, et même Biya jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, qui veut rester au pouvoir malgré tout, est quand même protégé par la France. Donc pour vous, nous ne sommes pas sortis. Nous ne sommes pas sortis de ce dont on parle, en fait. C'est peut-être la différence avec le Sénégal, enfin, ou d'autres pays. Mais moi, je pense que ce qui est difficile dans cette affaire, c'est un peu comme si, là où tout le monde sait ce qui s'est passé, puisqu'il y a quand même, entre les témoignages, entre les documents, les livres qui ont été écrits déjà avant, on sait très bien ce qui s'est passé, mais on est presque en train de négocier l'idée de pouvoir avoir une rue qui porte le nom de Umniobé. C'est pas possible au Cameroun. Donc, aucun des nationalistes tués, dans aucune rue, aucune école. D'ailleurs, en Guinée, Sékou Touré, il y a des rues qui portent des noms de nos nationalistes, mais au Cameroun, il n'y en a aucune. Donc, pour dire, nous ne sommes pas encore sortis, nous. C'est-à-dire qu'on a beau demander des réparations, mais on est trop loin. C'est-à-dire que cette reconnaissance n'a pas encore été répercutée au niveau national. Et donc, au moins, ça a permis d'en parler et de plus quand même de se cacher derrière. Oui, mais c'est assez troublant d'ailleurs, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il gagne à venir faire cette espèce de commission et à sortir un rapport qui est bien en deçà de ce que nous savons, puisqu'il y a d'autres documents qui vont plus loin. Donc la question c'était quoi? Oui, peut-être parce que la France est en train de perdre l'Afrique de l'Ouest, il ne faudrait peut-être pas que le Cameroun tombe dans tout ce mouvement, donc on va faire comme si finalement on essaye de dire quelque chose, mais parce qu'on veut garder le Cameroun, parce que c'est ça le vrai projet. Mamadou Diouf, vous voulez des réparations au Sénégal?
En fait, pour ce qui concerne la question des réparations, encore une fois, il y a deux possibilités. Il y a la première possibilité, et Armel Mabon en a parlé, les descendants des victimes et des victimes de l'armée française ont effectivement le droit de poursuivre l'État français et de demander des réparations. Il y a une autre chose, et mon collègue en a parlé, quand on demande la reconnaissance, quand on demande l'indispensable reconnaissance des torts qui vous ont été faits, dans la plupart des cas, on demande aussi ce qu'on appelle la redistribution, on redemande la réparation. Mais la question qui se pose pour nous aujourd'hui, ce n'est pas cette question-là. La question, c'est de faire la vérité sur ce qui s'est passé, de montrer l'extrême brutalité de l'armée française contre des gens avec lesquels ils se sont battus. Pour nous, aujourd'hui, c'est ça qui est important. Et cette histoire, c'est la nôtre. Et cette histoire dans laquelle la France a joué un rôle, nous devons la dire. Nous devons avoir un récit qui est notre propre récit. Donc ce n'est pas nécessairement un engagement avec les Français et la demande de je ne sais pas quoi. Ce qui est important aujourd'hui pour nous, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous allons montrer pour cette histoire-là, qui est une histoire que nous partageons avec la France. Armel Mabon, effectivement, vous comptez sur la justice. On vient d'évoquer le dernier des descendants, Biram Sangor. La justice, ça peut être celle qui tranche ? Ça peut, en tout cas, il y a aussi les descendants des condamnés qui attendent le procès en révision, dans la mesure où la France a accordé la mention mort pour la France à seulement 6 des victimes, ce qui est d'ailleurs un peu étrange, alors qu'ils ont une liste de 35 officiels. Il faut savoir que Mbap Sangor, justement, n'est pas dans les 35 parce qu'il a fait partie des non-rentrés, c'est-à-dire qu'on a caché même sa mort jusqu'à son existence. Mais le procès en révision, il peut aboutir maintenant, puisque s'ils sont morts pour la France, c'est qu'il n'y a pas eu de mutinerie, il n'y a pas eu de rébellion armée. Donc en fait, c'est le garde des Sceaux français qui peut saisir la Cour de cassation pour faire aboutir ce procès en révision. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut maintenant arrêter ce processus. Et puis c'est vrai que Biram Sangor vient de déposer une plainte pour recel de cadavres, parce que bien évidemment, la France, enfin le ministère des Armées, sait parfaitement où sont les fosses communes. Et puis il y a aussi la réparation pour assassinat et cette restitution de toutes les sommes dont dont leurs pères ont été spoliés. Et ça, pour moi, je sais que François Hollande avait dit je reconnais le massacre, mais je ne veux pas je vois pas pourquoi il y aurait des réparations. Je trouve que c'est indécent, ce genre de propos. Voilà, et ce sera le mot de la fin, Armel Mabon. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat dans 64 minutes. Même si vous êtes tous d'accord, il faut encore aller plus loin, encore beaucoup de chemin à parcourir. Et on n'a pas parlé ni de Madagascar, ni d'Haïti. Merci à vous 4. L'émission est déjà terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Et on se retrouve donc avec plaisir demain à 17h, heure de Kinshasa.